Il y a des moments dans la vie où on a plus de trac que d'autres. En général, c'est que l'émotion est là. Alors, je ne suis pas né Grimaldi, je ne suis pas né Orsena non plus d'ailleurs, mais j'ai l'impression d'être de la famille. Parce que j'ai envie de dire merci, immense merci à ce personnage. Et j'ai l'impression, et presque la certitude, que le premier mot que j'ai appris, c'était merci. Parce que quand je disais pas merci, ma mère me disait « j'ai pas entendu ». Donc je disais merci. Et le monde venait quand je disais merci. Le monde m'arrivait quand je disais merci. Donc je dis merci à Albert Ier. Parce que c'est un des personnages à qui je dois tellement. Tellement parce qu'il est au cœur, au fond de 5 rencontres et qui m'a donné 5 leçons. Les 5 rencontres sont les suivantes. Il se trouve que je me passionnais depuis toujours pour l'Antarctique. J'avais été déjà un petit peu, puis je retournerai bien plus longtemps avec Isabelle Autissier, mais je me passionnais pour l'Antarctique. Et pour une raison assez précise, c'est que mon vrai métier, c'est d'être enseignant, professeur de matières premières, et qu'en 1988, il y avait cette idée, la Convention de Wellington, qui voulait ouvrir l'Antarctique aux industries minières. Quand on connaît la fragilité du milieu, la première fois que j'ai posé mes pieds sur la péninsule, Isabelle Autissier m'a dit « Tu vois, là, cette tache rouge, c'est une mouche. Et si tu appuies du pied sur la mouche, ça mettra 60 ans à se retrouver. » Donc j'ai appris ce que c'était que la fragilité, c'était que le respect, ce que c'était que la nécessité. Donc c'était 88. Et il se trouve que j'avais des liens avec Michel Rocard, qui m'a longtemps appelé le seul mitterrandien fréquentable. Étant donné la dimosité entre les deux, vous imaginez à quel point c'était bien. Et donc c'est à ce moment-là que je le vois, il se bat pour qu'on prolonge pendant 50 ans la préservation de l'Antarctique et qu'il sauve l'Antarctique. Imaginez ce que ça serait l'Antarctique, c'est déjà. Il y avait des dérives partout et tout ce qu'on peut imaginer. Et c'était cette occasion aussi, alors que je venais de quitter le cabinet du président de la République en tant que conseiller culturel, que je rencontre Jacques-Yves Cousteau. Et si on a sauvé l'Antarctique, c'est grâce à Cousteau, c'est grâce au Premier ministre du Canada et c'est grâce à Rocard. Et c'est Cousteau qui me dit vous devriez aller à Monaco parce qu'il y a un personnage inouï qui a créé un musée dont je m'occupe et qui était le musée océanographique. Donc, grâce à l'Antarctique, grâce à Cousteau, grâce à Rocard, la deuxième fois où j'ai été à Monaco, c'était pour l'Antarctique, puisque la première, comme mon père était coureur automobile, imaginez, le rallye, il n'avait pas participé parce qu'il n'avait pas le niveau, mais il était en dessous, donc il disait peut-être un jour, je participerai au rallye de Monte-Carlo. Première rencontre. Deuxième rencontre, à la suite de manigance et de hasard, je suis élu à l'Académie française. D'ailleurs, j'en profite, puisque ici, on est dans un monde de l'éducation. C'est vrai que pour faire une non-carrière comme la mienne, rien ne vaut une éducation religieuse et un post-doc avec François Mitterrand. Bref, à la suite de manigance, je suis élu à l'Académie française et je découvre Ahuri. Je savais que j'allais succéder à Jacques-Yves Cousteau. Ça, je le savais, bien sûr, parce que j'étais un peu renseigné. Mais c'était aussi le fauteuil de Pasteur. Et c'était aussi le fauteuil de Littré. Et donc, Jean-Robert le sait, Pitt, qui est mon maître en
géographie qui est ma vraie discipline. Et donc, pendant 12 ans, à ma droite, pendant les séances, j'étais à côté de François Jacob, on était devenus, enfin j'étais ébloui d'admiration, on était devenus assez copains. Et il me dit, écoute, franchement, comment oses-tu poser tes fesses sur le fauteuil de Pasteur? Cousteau, tu navigues un peu, bon, ça va aller, mais Pasteur, franchement, tu as deux raisons d'être illégitime. D'abord, tu es économiste, donc tu connais rien à l'essentiel. Et puis ensuite, tu es un romancier, donc tu es un menteur professionnel, donc bosse un peu quand même. Donc j'ai travaillé, j'ai fait une biographie de Pasteur, et puis j'ai tissé des liens avec Pasteur, et donc des liens très très forts avec Pasteur. Et c'est là où on retrouve Littré. Parce que Littré, c'est lui qui a validé le mot microbe. C'est pas lui qui l'a inventé, mais il l'a validé. C'est-à-dire Pasteur dit, tiens, j'ai des petites bêtes qui voient partout, c'est-à-dire c'est pas la génération spontanée, c'est les bêtes qui sont responsables des maladies infectieuses. Donc comment on les appelait, ce petit peuple qu'on ne connaît pas? On ne connaissait pas encore les virus, qu'on connaît très bien après. Et donc, vous voyez ce trio incroyable. Cousteau, Pasteur, Littré. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a sous la surface? Qu'est-ce qu'il y a comme cause des maladies infectieuses? Et comment trouver les mots pour le dire? Donc c'était quand même incroyable. Allons un peu plus loin. Troisième rencontre. Parce qu'on m'avait parlé de ça, puisque je n'avais pas oublié ce qu'on m'avait dit sur Albert Ier, sa passion pour la science. Passion, toujours. Elle me dit, ben voilà, t'es comme lui, quoi. Parce que ma mère ne voulait pas du tout que je sois président de la République, ça s'en foutait, mais il se trouve qu'on habitait à rue de Vaugirard, au coin du boulevard Pasteur. Elle me disait, tu vois, si tu apprends bien tes leçons, ben, peut-être un jour tu seras de l'autre côté de la grille, là, chez les savants. Et puis il y a un Albert, là, qui était là, tu te rends compte? Tu te rends compte, il était prince, ben, il n'était jamais dans son palais, il était toujours en bateau. Ben, toi, en tout cas, la moitié de ma vie, ça sera comme lui. J'ai pas de palais, mais j'aurai un bateau. Et donc, l'autre rencontre, ça a été le Gulf Stream, dont Monseigneur vous avez parlé, c'est que comme j'étais marin, je voulais savoir un peu comment ça marchait. Je savais juste assez de sciences des courants pour ne pas être dernier en régate. Enfin, bon, les mécanismes un peu plus loin, ils valaient mieux. Et c'est là où je découvre le personnage dont on m'avait parlé depuis 40 ans, 50 ans, qui était Albert Ier. Et je découvre ces expéditions dont on vous a parlé. Et si les premières connaissances des courants, c'était soit les marins, et c'est comme ça que j'ai travaillé sur Christophe Colomb. Ce qu'on ne sait pas, c'est que Christophe Colomb, pendant 8 ans, a été cartographe. Donc il travaillait sur les courants. Parce que s'il n'avait pas connu les courants, en partant d'Espagne, s'il avait été tout droit vers l'ouest, eh ben, il ne serait pas revenu. Il fallait prendre la boucle, comme on appelait, c'est-à-dire connaître les courants, c'est-à-dire louvoyer pour arriver à son but. Je ne ferai pas une comparaison avec Mitterrand, c'est autre chose. Et donc, et là, brutalement, j'étais dans l'univers. J'étais dans cet univers incroyable d'Albert Ier, et avec ce premier milieu de rencontre avec les scientifiques, exactement ce qui s'est passé avec Albert Ier, évidemment à un autre niveau. Il me disait, mais qu'est-ce que Orsenna fout là dans notre domaine, qui reste dans ses romans et qui ne nous ennuie pas? Et puis au bout d'un moment, ils ont vu, bon, il bosse comme un fou, il fait vérifier sans arrêt, et puis en gros, il raconte mieux que nous, quoi. Donc unissons-nous. Ce qui fait que depuis ce moment, je passe mon temps à l'Académie des sciences, ce qui fait que je me fais engueuler par ma patronne, Hélène Cardancos, qui me dit, je vous rappelle que vous avez été élu à la française, comme on dit, mais pas à l'Académie des sciences. Alors je ne lui dis pas que je préfère comprendre 10% à l'Académie des sciences, mais être passionné plutôt que comprendre tout et un peu m'ennuyer. Donc, c'était cette rencontre complètement inouïe. 4e rencontre, le Svalbard. Je passe 1 mois et demi autour de Svalbard. Et quelle n'était pas ma stupéfaction de voir en toponymie des noms qui n'avaient rien à voir
avec les Vikings, ou alors des Vikings vraiment méditerranéens. Et donc, avec des glaciers incroyables. Et j'étais avec lui. Mais je vous assure, j'étais avec lui. Et puis, ma femme qui était là me dit, mais à qui tu parles? Parce que, imaginez, j'étais parti avec ma femme et ma belle-mère. Alors, pendant que ma femme et ma belle-mère s'engueulaient, moi, je discutais avec Albert Ier. Et il me racontait, il disait là, j'étais pressant, franchement, parce que j'ai une capacité d'imagination assez forte, donc il était avec moi. Mais à qui vous parlez? Avec Albert, je ne voulais pas gêner la famille, vous comprenez? Je ne voulais pas dire que c'était avec Grimaldi que je parlais, mais enfin, je parlais avec lui. Donc c'était un souvenir incroyable. Et puis cette semaine, cinquième rencontre. Imaginez quand même qu'en cette semaine-là, en ce moment, vous me faites l'honneur immense de me donner cette occasion de dire ma gratitude. C'est quoi cette semaine? Ce matin, j'étais au grand colloque de l'Institut Pasteur, où on faisait le bilan sur les pandémies. Épidémie, pandémie, c'est quand la prochaine? Et comment tirer les leçons des pandémies passées? Et il y avait par exemple un exposé formidable de Françoise Barré-Sinoussi en disant qu'est-ce qu'on a appris du sida? Vous voyez, comment est-ce qu'on fait? C'était là. Donc c'était là. J'arrive ici, Albert Ier, évidemment Cousteau est présent. Ce mécanisme, il est complètement là. Et ouvre la COP 15. En même temps. Parce que si en même temps on ne marche pas toujours politiquement, en tout cas, il y a des rendez-vous précis. Et s'il y a quelque chose qui est ma conviction absolue, c'est le côté relié. Religieux au sens étymologique. Recueillir et relier. Pas besoin de transcendance. On prend une transcendance ou pas, on fait comme on veut. Donc vous voyez, ces 5 rencontres ont tissé ma vie complète avec des personnages immenses qui étaient là. Et on reprend. Vous voyez, il y a eu le printemps silencieux, il y a eu comme ça, qu'est-ce que c'est, le monde du silence, etc. C'est quoi? Il faut faire parler, d'où des questions qui m'intéressent en tant qu'ancien conseiller d'État, c'est-à-dire est-ce qu'on va donner une personnalité juridique aux éléments de la nature? Vous voyez, toutes ces questions qui étaient posées. Alors maintenant, les leçons du prince. Premièrement, ces 5 convictions que j'ai, et ma gratitude est immense, et je suis prêt à me battre vraiment pour les défendre dans un sentiment d'urgence, parce que si je suis dans la gratitude, je suis aussi dans l'alerte. Et je ne suis pas toujours niais. Et je dois vous dire, notamment sur les questions des fleuves, je suis depuis 2 ans prof à l'école de guerre et je sais ce que c'est que les tensions accrues avec l'eau qui vont se déchirer. Parce que l'eau, c'est un élément de la vie, mais c'est aussi un moteur de mort, pas seulement à cause des microbes qu'il y a là-dedans, mais des tensions qui peuvent naître de ces raretés. Première leçon. Ce qui est exceptionnel avec le prince, c'est la continuité. Tout le monde peut être généreux. Je connais plein de généreux, des mécénats, je suis président de je ne sais combien de clubs de mécènes, machin, ils sont là, qu'est-ce qu'on va faire? Chérie, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que les enfants ont assez? On va leur donner un peu, tout ça. Surtout, c'est défiscalisé à 60%, donc on va peut-être faire ça, c'est bien, on rencontrera 2-3 savants, 2-3 artistes, etc. Bon, très bien. Bon, non. Continuité, implication et incarnation. La science a besoin d'incarnation. Ça ne doit pas être abstrait, il faut des personnages. Et ce n'est pas parce que je suis romancier que je dis qu'il y a besoin des personnages. Je vais vous donner un exemple précis. Il y a 15 ans, j'ai fait un livre sur l'avenir de l'eau. L'eau, c'est une matière. On m'a dit, c'est vraiment intéressant. Décidément, tu sais raconter, mais tu es exotique. Jamais, nous, en France, on manquera d'eau. Et surtout pas dans ta Bretagne. Résultat, réduction d'eau, interdiction d'arroser dans mes côtes d'Armor. 500 mm dans l'île-et-Vilaine. Bon, alors, je m'étais dit, 100 ans l'affaire. Il faut changer le message en parlant plus d'eau, mais en parlant des fleuves. Et j'en parlais avec le ministre, là, parce que j'étais la semaine d'avant avec le ministre de l'Éducation nationale, qui me demandait comment intéresser les jeunes vraiment à l'environnement.
le réchauffement climatique, c'est trop large. Je leur dis, c'est très simple. Tu proposes que chaque classe adopte un morceau de rivière ou un morceau de forêt. Il en est responsable. Il la raconte, il adopte, il la protège, etc. Il engueule tous ceux qui vont ce point-là. Donc, c'est une incarnation. Comme Pasteur a été une incarnation, comme la rivalité entre Pasteur et Koch a été une incarnation, comme Einstein a été, etc., etc., vous voyez, comme Thomas Pesquet en ce moment incarne. C'est-à-dire, il ne faut pas être l'abstrait. Pourquoi? Si vous êtes abstrait, vous avez une sorte de... c'est pas pour moi, et je vais en parler. Vous voyez, premier point. C'est ce qu'il a fait. C'est un personnage. Donc il faut, et on le fait un peu, mais il faut continuer. Il faut qu'il y ait des BD sur lui. Il faut qu'on relance cette affaire, que ce personnage, en disant oui, on peut être comme ça, premièrement. Deuxièmement, c'est l'interdisciplinarité. Alors, j'ai regardé un tout petit peu toutes les spécialités qu'il y avait sur ces bateaux. Il y avait évidemment l'océanographie physique, mais il y avait la physique, la chimie, la biochimie, la physiologie, la zoologie, la météo. Il y avait même toujours eu un artiste, toujours, avec les plus grands comme ça, avec Louis Tiner, tout ça, mais tout là, autour des artistes, parce que ma conviction absolue, c'est que l'art est un mode d'exploration. C'est pas juste un petit truc pour s'emmerder moins le soir. C'est pas une cerise sur le gâteau. C'est une exploration. Comme disait Aragon, le mentir vrai. Donc c'est ça l'interdisciplinarité, parce que la vérité ne se dévoile que si on croise les regards. C'est ma conviction absolue. Et ça revient à ce que vous apprenez quand vous faites du bateau. Vous apprenez 3 choses qui sont ma morale. Grâce à lui, grâce à votre trisaïeul, Monseigneur, c'est conduisez-vous sur terre comme si vous étiez sur mer. 1. Soyez humble. Celui qui pense qu'il est plus fort qu'une tempête, arrêtez immédiatement. Arrêtez d'être lui avec lui, d'être avec lui. Il est trop bête et trop meurtrier. Et l'obstination, parce que ce n'est pas parce qu'il y a du baston que vous n'allez pas sortir. Et surtout l'esprit d'équipage. C'est l'équipage. Je fais du bateau en compétition. Je suis toujours le plus nul. C'est un bateau qui s'appelle le Dragon, on est 3, je suis toujours le plus nul. Les autres, c'est des pros, moi je suis un amateur, j'aime bien, mais un amateur. Bon, ou on m'aide et on est bon, ou il m'écrase la gueule et on n'est plus rien. L'esprit d'équipage. Et l'esprit d'équipage dans la pratique, c'est exactement l'esprit d'équipage dans la tête. Donc, qu'on arrête ces apprentissages en silo. Par exemple, je milite, personne ne sera avec moi, et surtout pas les parents, mais qu'on arrête les options dès la maternelle. Pour moi, il y a une seule culture. Il n'y a pas du tout de différence entre une culture littéraire et une culture scientifique. On ne va pas me dire qu'avec un peu d'effort, on ne peut pas avoir un niveau de mathématiques de terminale. Après, oui. Mais après, comment couper la vie? On m'a toujours dit touche à tout, touche à tout. Et la vie, elle touche à tout. On n'a pas vu avec les épidémies qu'elle touche à tout. C'est quoi, ça s'arrête, ça, les disciplines? Ah non, je suis physicien. Ah non, je suis chimiste. Eh bien, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça marche. Et qu'est-ce qu'on a appris dans la pandémie? C'est vraiment ça. Eh bien, Pasteur était comme ça. Et le prince était comme ça. Donc, deuxièmement. Troisièmement, la formidable alliance entre la science fondamentale et la science appliquée. Moi, j'ai vu ça et avec le prince et avec Pasteur. C'est-à-dire, le fameux ballon, le col de cygne qui permet de voir s'il y a la génération spontanée ou non, c'est tout simple. Et ces filets qui lancent, et ces chaluts, et ces flotteurs, il fallait les inventer à chaque fois. Alors, celui qui est dans son labo, dans la pensée, il serait supérieur à celui qui a trouvé une manière d'accroître le regard? Bien sûr que non. C'est la science en même temps, c'est gloire aux instruments. Vous savez, ça me permet d'entrer dans des choses très profondes. Je suis sans arrêt chaque année à la remise des prix des meilleurs ouvriers de France. Et j'oublierai jamais. Il y a quelqu'un qui dit qu'il venait d'avoir en ébénisterie. Et il me dit, je suis vraiment content de rencontrer enfin un intellectuel. Alors, je lui dis, un intellectuel? Alors, je lui dis, tiens, ça c'est mon outil. Alors, je veux dire, il y a des phrases
voilà, qui sont aussi peu stables que ta chaise. On est pareil, et elle a compris. Donc ça, c'est ce mécanisme-là. De la science fondamentale et la science appliquée, c'est pareil. Quatrièmement, il se trouve que je suis fou de musique et que j'ai raconté l'histoire de Beethoven. Et que j'ai appelé, Monseigneur, vous avez eu la gentillesse de rappeler, la passion de la fraternité. On est où là? Quand Bonaparte est Bonaparte, c'est l'espérance absolue de tous les Européens, dont Beethoven. On va arrêter les guerres, on va arrêter la terreur, on va arrêter, vous savez, l'Allemagne était bien en avance dans les idées. Et puis ils ont dit, tiens, les Français nous rattrapent. Mais ils ont rattrapé et dépassé avec la terreur. Donc on dit, ça va se calmer, on va faire ça. Boum! Et les guerres, et les guerres, et les guerres, la soi-disant grande armée, etc., tous ces trucs. Donc quand on arrive après au congrès de Vienne, on dit, ah, on va réinventer la paix. Et c'est la 9e symphonie. Eh bien, la démarche du prince devrait être accompagnée par l'Ode à la joie. C'est la 9e. C'est la 9e. C'est-à-dire un poème de Schiller, entendu dans l'enfance à 18 ans. On met une vie entière pour trouver une musique qui accompagnera ce poème. Eh bien, c'est Beethoven, c'est Albert Ier. C'est pareil. Et la fraternité, et Dieu sait si elle est malmenée ces temps-ci. Dernier point. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur parce qu'on est ici à l'UNESCO et peut-être la principale menace, en même temps que l'inégalité, c'est le manque de confiance envers le savoir. C'est-à-dire le savoir, c'est une sorte d'apanage, de privilège des élites, donc on refuse. On refuse. Et si nous ne retissons pas des liens avec le savoir, eh bien, la haine va s'installer, la barbarie, le n'importe quoi, le complotisme, évidemment, accru par les réseaux sociaux. Donc, pourquoi la bataille est exemplaire d'Albert Ier? Il sentait bien ça. Et il disait, cette espérance, si elle n'est pas partagée, ça ne tuera pas la haine, et 14 arrive. L'été 14 arrive. C'était l'inverse de tout ça. Comment a-t-on pu se suicider alors qu'il y avait tant d'espérance? C'est exactement ce qui se passe. Qu'est-ce que la modernité, si elle n'est pas ancrée, si elle n'est pas partagée, elle se change en cauchemar. Nous y sommes. Alors, je voudrais juste finir par 5 points aussi. 5 petits mots. D'abord, confiance. Moi, j'aime bien l'étymologie. Confiance, ça veut dire cum, avec. Avoir une foi commune. Donc la foi commune, c'est ce que vous défendez, Monseigneur, ce qu'a défendu votre ancêtre. Et inutile de vous dire que tout ce que je pourrais faire, je serai à vos côtés. Est-ce que vous représentez? Parce que je sais qu'on va avoir des déceptions à la COP 15. Donc il faut trouver des personnages comme les fleuves, comme que ce soit des personnages humains ou des personnages naturels, comme ce qu'on peut imaginer, premièrement. Deuxièmement, curiosité. Mais arrêtons de dire que la curiosité est un vilain défaut. La curiosité, c'est étymologie, c'est cure, la curatif. On prend soin du monde quand on est curieux. C'est l'indifférence, la paresse. Donc, voilà. Troisième point. Qu'est-ce que nous devrions être? Qu'est-ce qu'il a été? Il a été un chevalier du possible. Parce qu'on lui aurait dit, mais attends, mais d'abord t'es prince, mais qu'est-ce que tu vas faire sur l'eau? Reste sur ton rocher, mon garçon. Qu'est-ce que tu as là? Et puis arrête de disperser. Arrête de disperser. Mais choisis. Choisis. Mais pourquoi tu es à la fois dans l'automobile, tu es à la fois dans les dirigeables, tu es à la fois dans les hélicoptères, etc. Mais alors? Mais t'es où, toi? Ben, il est dans la vie. Et donc, c'est ça, cette question, c'est possible. Et qu'est-ce qu'une vie? Ben, c'est une chevalerie. Et le possible est une chevalerie. Il y a un autre mot que je voudrais vous dire, que j'adore. J'avais quelqu'un qui m'avait aussi parlé d'Albert. C'était Michel Lefebvre, qui au fond était un confrère,
puisque lui, il a été capitaine au long cours, et puis il a continué des études, et puis il a été au CNES, et c'est lui qui a lancé les premiers satellites d'observation de la mer, de la hauteur de la mer. Donc bathymétrie, hauteur de la mer, c'est pas loin. Et il avait cette phrase formidable. Nous sommes d'accord, la Terre est un vaisseau spatial. Il faut que nous en soyons les marins. Donc devenons géonautes. Soyons géonautes, les marins de ce vaisseau spatial qui est la Terre. Et puis, dernier point, moi je voudrais rebaptiser l'UNESCO. D'abord, je suis responsable du dictionnaire après tout, hein. Et donc, co-responsable, n'exagérons rien. Et donc, d'abord, notez que l'UNESCO n'est pas une agence spécialisée de l'ONU, c'est l'inverse. Parce que si l'UNESCO ne réussit pas, bon courage pour l'ONU de relancer la paix. Ça, alors, ça me semble absolument complètement évident. D'où mon nom, ma possibilité, c'est de dire que pourquoi on ne donnerait pas, en cet anniversaire d'Albert Ier, le nom d'un bateau à l'UNESCO. Et on l'appellerait pourquoi pas. Parce que pourquoi pas, c'est l'exacte, pour moi, définition de la culture. Quand on est dans la dépression, on est plus petit que soi-même. Au milieu de la nuit, on se demande, alors j'y arriverai pas, je ne vais pas aller au bout du jour qui va bien finir par se lever. La culture, c'est l'inverse. On est tout. On peut être tout, plus grande, tous les trucs. On me dit sans arrêt, moi je me souviens dans une émission, une radio, il dit alors vous avez écrit de temps en temps à la place de Christophe Colomb et puis de tout ça, et puis d'une femme malienne, et puis je lui dis ben oui, absolument, et bientôt je serai un fleuve. Alors petit silence, et puis pour bien les voilà, puis d'ailleurs je suis transgenre et c'est comme ça. Et c'est le principe de l'art, et d'être comme ça. Donc la culture, c'est pourquoi pas. Donc je vois le capitaine du pourquoi pas, c'est votre trisaïeul. Je vous dis que, je ne sais pas, j'ai rarement été aussi ému, et je vais vous dire, pour finir comme j'ai commencé, avec ce mot qui m'a fait beaucoup parler, merci à tous.